Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'espère avoir le plaisir à rencontrer nombre d'entre vous lundi prochain, lundi 17 octobre, à la soirée des auditeurs et des auditrices du podcast. Cela fait 2 semaines maintenant que l'on explore la transformation sur le podcast. Et ça tombe bien, car depuis lundi dernier et pour les 9 prochaines semaines, je vais vous partager des hacks pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales. Je vais aussi vous proposer 4 masterclass gratuites sur le sujet. Alors si vous ne voulez rien manquer, pensez à faire 3 choses. 1. Vous abonner au podcast. 2. Vous inscrire à la newsletter via le lien qui est dans les notes de l'épisode, car chaque semaine je partagerai des petits mémos, des guides complémentaires au podcast et les informations sur les masterclass. Et 3, vous pouvez vous abonner à mon profil LinkedIn en allant sur la homepage de mon profil, vous allez sur la cloche et comme ça vous êtes sûr de suivre mes posts. Alors aujourd'hui, pour ce sujet de transformation, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne Le Sueur-Nedart, qui est International Transformation Director. Bon, j'ai le mauvais accent là, ça va pas du tout. Bon, en tout cas, qui est un directeur international de la transformation au sein du groupe L'Occitane. Et avec Anne, on va échanger sur les clés de la transformation et les points d'attention. La clé majeure étant bien évidemment la raison de se transformer. D'ailleurs, que ça soit collectif ou individuel, c'est fondamental. Il faut une raison tellement forte, viscérale, urgente, qu'elle nous permettra de tenir sur la durée. Car oui, se transformer ou transformer son organisation, c'est pas une petite balade de santé. Il y a beaucoup d'autres clés qu'on aborde ici, dans cet épisode, comme le rôle des sponsors, des alliés, des agents de transformation, des sceptiques également. Mais j'aime tout particulièrement ces épisodes en fait, parce que on va combiner justement avec Anne. Anne, qui est une pionnière, va nous partager son expérience. Et quelque part, dans cet épisode, la théorie se nourrit de la pratique. Donc la théorie avec laquelle elle a avancé s'est nourrie de sa pratique et a apporté ces nuances, toutes ces nuances qui font une vraie différence. Alors je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour Anne. Bonjour Delphine. Ravie de vous avoir aujourd'hui sur le podcast. Anne, je vais vous laisser vous présenter à nos auditrices et nos auditeurs. Très bien. Eh bien écoutez, donc Anne Le Sueur, donc je travaille chez L'Occitane en Provence, qui fait partie du groupe L'Occitane. J'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai commencé ma carrière dans le digital et notamment tout ce qui était sujet de transformation. Et là, je mène en ce moment une transformation des méthodes de travail au sein de l'Occitane qui, somme toute, est une transformation culturelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la transformation que vous menez actuellement ? C'est une transformation en fait qui est partie à la base d'une transformation digitale. Et en fait, il s'avérait que c'est maintenant une transformation des méthodes de travail. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans des transformations digitales, en fait, il y en a beaucoup qui plantent. Les gros cabinets de conseil disent que c'est quasiment 70% des transformations digitales qui plantent. Et en fait, dans ce qui distingue une transformation qui réussit d'une transformation qui plante, il y a notamment une étude de McKinsey de 2018 qui est vraiment intéressante, qui montre que 5 items sur 10 qui distinguent celles qui réussissent de celles qui plantent sont liés en fait aux façons de travailler ensemble, à la façon de collaborer. Et moi, avec mon expérience digitale, je l'avais vraiment vécu. J'ai vu qu'il y avait des projets qui marchaient pas juste parce qu'on travaillait pas très bien ensemble au final, ou qu'on n'avait pas le bon mindset. Donc moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et petit à petit, on a commencé sur quelques équipes et c'est devenu très gros en utilisant de l'agile, du lean, du design thinking. C'est une transformation qu'on mène vraiment sur l'ensemble de l'organisation. Je voulais discuter avec vous des clés
pour conduire et réussir une transformation, clés issues à la fois de votre expérience, mais aussi de vos apprentissages au fur et à mesure que vous avancez. Très bien. Alors peut-être une première clé, la première chose pour vous, la chose la plus fondamentale. Pour moi, j'en vois deux, en fait. Mais la toute première, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison de se transformer. S'il n'y a pas de raison de se transformer, en fait, même si on voit le potentiel, mais s'il n'y a pas une raison profonde, je crois que pendant un long moment, on peut prêcher dans le désert. Qu'est-ce que vous appelez raison profonde ? C'est par exemple quand on lit Kotter, qui est quand même le spécialiste des transformations, donc John Kotter qui a écrit plusieurs livres sur les transformations. Ce qu'il explique, c'est qu'il faut qu'il y ait un sens de l'urgence. Et effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose de viscéral qui appelle à transformer quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qu'on doit modifier, une menace, soit liée à de la concurrence, soit à des événements externes, qui donne envie de se transformer. Parce que sinon, même si on voit le potentiel, on ne va pas bouger. Et c'est la même chose finalement sur des transformations individuelles. Tout à fait. Donc ça, c'est la première raison. Ouais. Vous avez parlé de deux. Ouais, la deuxième raison qui vient juste après, c'est aussi d'avoir du sponsorship et des alliés pour pouvoir avancer sur de telles transformations. Parce que sinon, on va pas bien loin, en fait. Et le sujet ne sera jamais pris au sérieux et ça n'avancera pas. Qu'est-ce que vous appelez du sponsorship et des alliés ? Du sponsorship, c'est d'avoir, par exemple, des membres d'un comité de direction ou des membres qui ont un certain pouvoir aussi, qui encouragent cette transformation, qui voient de l'intérêt, qui vont travailler avec vous pour faire avancer le sujet. Et des alliés, c'est après, donc une fois qu'il y a ce sponsorship, c'est aussi des gens qui veulent, des équipes qui veulent, des gens qui ont envie, parce que sans ça, on n'avance pas. À propos des alliés, est-ce qu'il faut un nombre c'est vrai que je pense que vous connaissez la théorie des points de bascule qui explique qu'en fait qu'à 10% des personnes, vous pouvez emmener en fait un collectif. Est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez dans votre quotidien ? Moi, quand j'ai commencé cette transformation, donc transformation des façons de travailler, qui étaient des transformations par exemple vers des méthodes agiles pour des équipes qui travaillaient de manière très classique avant, on a commencé par une équipe. Et franchement, je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc, on n'avait clairement pas les 10%. Par contre, d'avoir une première équipe et de vraiment mettre tout en œuvre pour que cette équipe réussisse, toutes les conditions. Après, ça fait des histoires à raconter qui font un effet boule de neige et qui amènent ensuite à ces 10%. Donc, honnêtement, je ne suis pas capable de dire si c'est 10%. Mais je trouve qu'il y a un premier tout petit point de bascule avant ces 10% qui est déjà d'avoir une success story, même petite, à raconter et des histoires à raconter sur l'impact de ce qu'on fait. Ok, effectivement. Merci beaucoup pour cet élément-là. Et j'aurais voulu juste revenir sur la première aussi. Vous disiez avoir une raison de se transformer, une urgence, et ça m'a fait penser à quelque chose. Donc je suis 400% alignée sur le sujet, c'est fondamental. Mais c'est que on lit beaucoup, on entend beaucoup de personnes dire, mais en fait, on est tout le temps en train de se transformer. Et en fait, vous parlez d'une transformation, mais finalement, est-ce que c'est une transformation ou est-ce que c'est vrai que l'entreprise est constamment en train d'évoluer. Donc du coup, c'est pas toujours facile de faire comprendre ce côté viscéral et cette urgence parce qu'on a l'impression qu'il est tout le temps là. Est-ce que c'est est-ce que c'est un vécu que vous partagez ou pas du tout ? Si, en fait, et c'est si carrément. Et en fait, il y a ce point de à quelle urgence répondre et quelle est l'urgence de fond. Et c'est là que je pense que transformer, par exemple, nos méthodes de travail, en fait, ça répond justement à se dire comment on va être plus adaptable. Donc, ça répond en fait à un problème très macro qui est le monde va de plus en plus vite. Ça nous demande de nous adapter constamment. Donc, c'est à cette transformation de fond qu'on doit répondre. Donc, pour moi, il faut dézoomer et prendre vraiment un niveau macro ce qui est en train de se jouer et pas forcément aller répondre à toutes les petites alertes. Moi, je l'ai pas mal vu en travaillant dans le digital, notamment, où finalement, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de tendances technologiques, etc. Et on pourrait être tenté de tout prendre tout le temps. Mais au bout d'un moment, c'est aussi de dézoomer et de se dire, bon, c'est quoi la vraie tendance de fond ? Ouais, pour comprendre quel est vraiment quelle est la vraie urgence fondamentale et en quoi elle est importante pour l'entreprise. Exactement. Et
Ok, donc tout ça, effectivement, tout ça est essentiel. Est-ce qu'il y a une troisième clé que vous vouliez aborder? Pour moi, oui, pour moi, c'est lié un peu à ces alliés. Mais c'est une fois qu'on a ces alliés aussi, c'est de trouver des agents du changement. Et de trouver à différents endroits des véritables agents du changement qui croient dans ce changement et qui vont aller convaincre leurs équipes, qui vont aller convaincre les gens avec lesquels ils travaillent de ce changement et qui vont l'incarner. Donc, D'accord. Et ça peut être manager, collaborateur? Ouais, à tous les niveaux en fait. Mais c'est aussi d'avoir des gens qui ont quelque part ce courage de prendre un sujet nouveau et qui vont avoir ce côté un peu avocat du sujet dans l'organisation. Est-ce que pour vous, ça répond plutôt à un profil de personne ou est-ce que ça dépend des projets? Parce que le profil, c'est une très bonne question, je réfléchis en même temps. Euh, alors, il n'y a pas des personnes qui sont tout le temps à fond derrière toutes les transformations, parce qu'il y en a qui croient ou qui ne croient pas, donc c'est déjà des gens qui croient. Par contre, c'est des gens qui sont prêts à se remettre en question. Et moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable dans la transformation qu'on a menée, c'est qu'il y a des gens qui, au départ, franchement, n'étaient pas très convaincus, limite un peu détracteurs, et qui sont devenus les premiers avocats. Une fois qu'ils ont testé, ils étaient un peu sceptiques, ils ont testé, ils ont vu l'impact, et là, ils y ont vraiment cru, et ça a été les meilleurs avocats, en fait. Il y a vraiment trois catégories de personnes. Il y a vraiment les alliés qui sont là quelque part dès le démarrage. Il y a les sceptiques qui peuvent basculer et qui, eux, deviennent des super alliés. Et après, il y a vraiment les réfractaires. Et eux, j'ai aussi appris qu'il ne fallait pas y passer trop de temps. Et ils finiront par suivre ou pas dans le reste de la transformation. Mais ce n'est pas sur eux qu'il faut passer du temps. Exactement. Et sur les sceptiques, vous avez remarqué qu'ils avaient aussi une caractéristique particulière ou pas? Parce que c'est quand même des sceptiques qui sont capables de changer de point de vue. Donc, est-ce que c'est justement des personnes qui croyaient pas vraiment au sujet, mais qui étaient prêts quand même à se remettre en question? Ou est-ce que c'est encore un autre profil? Oui, non, c'est vraiment des gens qui sont prêts à se remettre en question. Et un peu aussi des personnes qui ont ce côté Saint Thomas. Je crois ce que je vois. Donc une fois qu'ils ont vu, ben là ils sont prêts à basculer. Ouais. Ok, donc déjà là, vraiment la clé, c'est la première, comme vous disiez, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on se transforme et quelle est l'urgence et qu'est-ce qui se joue. La deuxième, c'est finalement d'avoir un peu sa cartographie, voilà, savoir qu'on va s'appuyer sur des alliés, des agents de transformation, puis des sceptiques qui basculent et on va avancer, pas forcément avec les réfractaires. Est-ce qu'il y aurait une autre clé que vous voudriez nous partager? Et après, pour moi, il y a cette notion aussi de communiquer des résultats et des apprentissages. Et pas que. Et il ne s'agit pas non plus de dire que tout va bien, que c'est merveilleux tout le temps. Aussi de parler des difficultés, des challenges qu'on rencontre, enfin de rendre les choses vraies, mais que si on a du tangible, de le partager. Oui, pour pouvoir embarquer. Et pour pouvoir montrer aussi que c'est concret et que ça donne des choses. Ouais. Ça me fait penser à ce sujet d'indicateur, ce que vous évoquez. Oui, tout à fait. J'ai discuté récemment avec une DRH aussi de sujets de transformation sur un autre sujet, enfin sur un autre angle. Et je lui disais, est-ce que vous avez mis en place des indicateurs qui vous maintiennent dans la course, en fait? Alors quand je dis qu'ils vous maintiennent dans la course, c'est les équipes, mais aussi vous qui menez les transformations, parce qu'il faut garder de l'énergie. Et que souvent, on met des indicateurs qui sont un peu lointains ou dont on sait qu'ils vont pas évoluer très vite, parce que les choses prennent du temps. Est-ce que vous avez ce réflexe d'aussi identifier des indicateurs que vous savez pouvoir rapidement évoluer pour donner à tout le monde la confiance et l'envie? On n'est pas en train de raconter des choses fausses, on est juste en train de s'assurer de garder, de garder confiance en soi, parce que la confiance dans le projet, la confiance en nous qui menons le projet, ou la transformation, elle se construit tous les jours, en fait. Oui, elle se nourrit tous les jours. Ouais, donc là, pour moi, il y a eu deux choses. Effectivement, on a mis en place un indicateur où on a fait des petites enquêtes auprès des employés qui changeaient de façon de travailler pour comprendre ce que ça leur apportait ou pas. Donc, il y avait vraiment des questions très quantitatives où ils notaient de 0 à 10 s'ils étaient plus satisfaits qu'avant, moins satisfaits, etc. Donc et on a fait ça tous les 3 mois. Au bout d'un moment, ça marche. Enfin, au bout d'un an et demi de transformation, on se dit bon bah ces équipes-là, elles comparent à avant, mais l'avant ne veut plus rien dire pour elles. Donc à partir de là, on arrête. Mais au démarrage, on fait vraiment un avant-après.
un peu quantitatif. Et après, on a aussi discuté tout simplement avec des personnes de ce qu'elles observaient. En changeant de façon de travailler, en allant vers des méthodes agiles notamment, qu'est-ce qu'elles n'arrivaient pas à faire avant, qu'elles arrivent à faire maintenant, et par contre, quelle frustration ça a pu générer aussi sur lesquelles on doit travailler. D'accord. Quelle frustration la nouvelle façon de faire génère, c'est ça? Ouais, exactement. Et oui, vous avancez avec les méthodes agiles? Oui, méthode agile, méthode lean. Bon, de toute façon, c'est des cousins d'une même famille, du design thinking aussi. D'accord. Et pourquoi, pour vous, en quoi ces méthodes sont particulièrement aidantes dans une transformation? En fait, la transformation qu'on amène, donc ce que je vous disais, hein, c'est comment est-ce qu'on va réussir à rester adaptable dans un monde qui bouge en permanence. C'est ça notre Oui. challenge. Et en fait, ces méthodes de travail-là, elles sont très impactantes dans ce cadre-là. Parce qu'elles sont vraiment adaptées à ça. Comment est-ce qu'on s'adapte? Comment on est réactif face à un monde qui bouge? Hop, il y a une nouvelle tendance, comment on ajuste? L'idée, je pense qu'avant, on a pu avoir des projets qui parfois étaient très longs, très complexes. Là, on délivre des petites choses régulièrement, on apprend, on itère et on remet le client au cœur. Oui, on met pas 3 ans à faire une transformation qui n'aura plus de Ouais, sens quand elle est terminée. exactement. Et en fait, le monde qui bouge aujourd'hui, la vitesse du monde aujourd'hui requiert en fait de s'adapter en permanence. Et comment est-ce que vous gardez la confiance de toutes les équipes et le fait d'être sûr qu'elles se crament pas en fait en étant toujours en train de s'adapter? Est-ce que ça fait partie aussi de votre rôle quand vous conduisez une transformation de veiller à ça? Oui, tout à fait. Donc, et c'est là aussi qu'en mettant des agents du changement, donc on a mis en place par exemple des postes de Scrum Master ou de coach interne et quelques coachs externes également pour accompagner ça et pour être au plus proche des équipes. Donc, qui se sentent pas seuls. Et on a pu voir qu'à un moment donné, travailler en sprint, etc., ça pouvait être... Alors, il y avait un côté grisant parce qu'on délivre des choses toutes les 2 semaines, 3 semaines. Et en même temps, il pouvait aussi avoir un côté un peu épuisant d'être dans un mode sprint alors qu'au final, on est en train de courir un marathon. Donc, on a mis de l'accompagnement de proximité pour les équipes. Et on a aussi appris en marchant que, par exemple, les sprints, faut pas chercher à tout faire, même si c'est hyper motivant. Il y a des sprints où on a plus ou moins d'énergie, plus ou moins de jus. Il faut peut-être un tout petit peu réduire la cadence. Donc, on a aussi appris à gérer ça. Il y avait vraiment une question de gestion de l'énergie, en fait. Quel est l'impact sur une entreprise et sur ses parties prenantes, ses collaborateurs, d'une transformation? Moi, ce que j'observe, en fait, c'est que la transformation, elle se joue à 3 niveaux. Il y a une transformation personnelle qui arrive, de changer de façon de travailler, de changer d'environnement de travail, de transformation, enfin, de culture d'entreprise. Donc, il y a une transformation individuelle. Je vois des personnes qui changent vraiment de posture. Par exemple, on n'est plus dans des modes décisionnels top-down, mais on est dans beaucoup plus de collectifs, d'équipes auto-organisées. Donc, la posture de chacun là-dedans doit évoluer, que ce soit le manager ou le manager. Le rôle des managers est quelque chose qui change fondamentalement. Ensuite, il y a un changement au niveau de l'équipe. C'est plus une somme d'individus qui va délivrer quelque chose, mais c'est vraiment un collectif qui va délivrer. Et après, il y a tout ce que ça amène, évidemment, au niveau de l'organisation. Et c'est là que je parle aussi plus de culture d'entreprise. Pour terminer notre échange, j'aimerais que vous me disiez s'il y a un warning, quelque chose auquel il faut être extrêmement vigilant dans les périodes enfin voilà, quand on est dans un projet de transformation, et une clé sur laquelle il faut, voilà, qu'il faut vraiment pas, sur laquelle il faut prendre appui au maximum. Ça serait lesquelles? Le point d'attention, c'est que au bout d'un moment, une transformation, c'est long. Donc déjà, ça demande de la patience. Et parfois beaucoup de patience. Et ça veut aussi dire qu'à un moment donné, puisque c'est long, tout le monde ne va pas fonctionner au même rythme. Et ça va falloir le prendre en compte, en fait. C'est que tout le monde ne sera pas dans le même état d'esprit, dans toute l'organisation au même moment. Donc, il va falloir à un moment donné, malgré tout, réussir à créer un langage commun et réussir à créer une envie commune d'avancer vers quelque chose. Et de se dire aussi quelles sont les équipes qui font une transformation profonde, chez qui c'est plus light, etc., pour qu'il n'y ait pas une déconnexion à un moment donné dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, moi, c'est vraiment qu'il y ait une raison profonde de se transformer, parce que j'ai vu parfois des équipes qui avaient envie de bouger ou de se transformer,
et qui en fait sur lesquels il n'y a pas vraiment de raison de se transformer parce qu'il n'y a pas vraiment ce sens de l'urgence. Et là, pour moi, il faut pas, ça sert à rien en fait. C'est pas le bon moment et c'est un effort qui va être vain parce que la différence qu'on va faire va être tellement petite que pourquoi changer et mettre tant d'efforts à changer en fait. Oui, c'est ça, c'est que j'allais dire, ça demande tellement d'énergie qu'il va falloir garder, pour pouvoir garder l'énergie tout le long, il faut qu'il y ait cette raison qui soit vraiment ancrée, sinon c'est compliqué. Ouais. Et c'est vrai personnellement aussi, donc c'est un point essentiel. Eh ben, merci beaucoup Anne pour tous ces partages. Avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt alors. À bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.